Donc, dans la suite du débat, la parole est à Madame Valérie Fournéron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'ensemble du travail qui a été effectué, pour l'importance que vous avez accordée à la problématique du dopage. Saluer le travail extrêmement approfondi, un travail d'enquête inédit qui a été réalisé. Le président Imbert, le rapporteur Lozach ont rappelé le nombre d'auditions, le nombre d'heures d'auditions, les déplacements en France, à l'étranger. Et il est, vous imaginez, essentiel pour la ministre de pouvoir s'inspirer, et du coup ce travail me facilite la tâche, de ce rapport aussi complet que qualitatif. On est effectivement très loin de vœux pieux ou d'incantations, mais bien de propositions qui sont opérationnelles et extrêmement concrètes. Et avant de revenir sur ces propositions que j'ai bien entendu examinées, je voudrais aussi souligner que quand on parle d'intransigeance en matière de lutte contre le dopage, on voit bien avec ce rapport et avec l'ensemble des intervenants qui viennent de s'exprimer ici que c'est une priorité qui est largement partagée en France et je m'en félicite. L'USADA, agence américaine, a permis en 2012 de montrer aux yeux du monde entier que celui qui prétendait être le plus grand des champions était en fait le plus grand des tricheurs. J'étais amené à dire à de nombreuses reprises à cette occasion que nous ne devions pas laisser passer cette affaire Armstrong comme une affaire de plus dans la lutte contre le dopage, s'ajoutant à la liste des affaires Festina, Puerto, et qu'il devait y avoir un avant et un après, et c'est de notre responsabilité à tous, et le Sénat s'est pleinement saisi du sujet avec cette commission d'enquête, sous l'impulsion de son président et de son rapporteur et de l'ensemble des membres, et je veux tous vous en remercier. J'ai donc écouté, lu le travail d'audition, je vous ai de nouveau écouté, et vous connaissez l'intérêt majeur que je porte à la lutte contre le dopage, qu'il s'agisse bien sûr de mes responsabilités aujourd'hui, qu'il s'agisse de celles que j'ai pu exercer comme médecin du sport, de celles que j'ai pu exercer dans une autre période au ministère des Sports, quand il a fallu rédiger la loi de 89, ou quand il a fallu travailler avec le ministère de la Santé et le ministère des Sports à la suite de l'affaire Festina et du comité interministériel qui avait été créé à cette occasion. Le premier élément, pour moi, d'importance dans votre rapport, c'est la première partie qui s'intitule fort justement « Le dopage, un enjeu éthique et sanitaire ». Il s'agit bien sûr d'une évidence, mais que nous devons sans cesse rappeler. Et j'ai encore eu l'occasion, j'y reviendrai, mais de le rappeler il y a quelques semaines, occasion du travail sur le nouveau code mondial antidopage à l'Agence mondiale antidopage et sur la nouvelle liste des substances qui sera arrêtée à la suite de ce nouveau code, combien le débat a été difficile pour rappeler que pour arrêter cette liste, il fallait non seulement qu'il y ait le critère d'augmentation de la performance, mais qu'il fallait qu'il y ait aussi le critère de santé publique et de mise en danger de la santé des sportifs. Et donc, pour moi, c'est aujourd'hui essentiel d'avoir, comme je sais, je le partage ici, ce sens de l'action publique que nous menons dans la lutte contre le dopage. C'est à la fois préserver l'éthique du sport et préserver la santé des sportifs. C'est vrai que le dopage remet en cause fondamentalement l'égalité des chances qui caractérise le sport. Il va modifier des paramètres sanguins, il va modifier une puissance musculaire, une capacité de récupération, ou comme certains ont pu le mesurer,
des puissances développées en nombre de watts par minute. C'est pour ça qu'il existe une liste des produits interdits. C'est pour ça que les sportifs ne peuvent pas prendre toutes les substances, ne peuvent pas utiliser toutes les techniques. Mais cette interdiction, elle vise aussi à préserver la santé des sportifs, tous les sportifs, quel que soit leur niveau, car aussi les sportifs amateurs, et vous l'avez rappelé, dans une société qui est finalement la nôtre, où l'on a toujours tendance à croire que le médicament peut tout, quel que soit son niveau de performance ou son niveau de pratique sportive. Alors oui, le dopage est dangereux pour la santé, oui, les pratiques dopantes font courir un risque majeur pour la santé, et malheureusement, bien souvent, ce sont les sportifs eux-mêmes qui ont été les cobayes, qui nous ont montré les effets secondaires du dopage, car comment peut-on, avec des règles éthiques, finalement donner à des sportifs ou à des êtres humains des produits alors qu'ils n'en ont pas besoin, à des doses qui sont au-dessus des posologies d'autorisation de mise sur le marché. Donc, quand ensuite ces substances sont détournées, ce sont malheureusement souvent les sportifs qui sont eux-mêmes les cobayes de ce que nous n'avons pas pu tester, ce que les laboratoires n'ont pas pu tester au sein des études pharmaceutiques avant qu'ils soient mis sur le marché ces produits. Nous devons donc travailler au quotidien à l'ensemble de ces aspects, lutte pour l'éthique du sport, l'essence même du sport, la sincérité du résultat, son exemplarité pour la jeunesse et aussi protection de la santé. Et le rapport, l'ensemble de la commission d'enquête nous livre sur ce registre quelques clés pour lutter efficacement contre le dopage. Le rôle du ministère et son premier rôle, c'est bien sûr de faire respecter l'arsenal législatif, celui qui existe aujourd'hui, et de contribuer avec l'aide du Parlement à l'améliorer en permanence. Depuis la loi Herzog de 1965, qui a fait de la France le premier grand pays européen à se doter d'une législation réprimant le dopage, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance du 14 avril 2010, en passant par la loi Buffet, par la loi Lamour, la lutte contre le dopage a été motivée par la préoccupation de promouvoir cette éthique et la santé à l'égard des sportifs, ainsi que par l'objectif de se conformer aux conventions internationales de lutte contre le dopage auxquelles la France a adhéré, celle du Conseil de l'Europe de 1989, celle de l'UNESCO de 2005, qui comporte en appendice le Code mondial antidopage. C'est donc la préservation de la santé des sportifs qui, outre la lutte contre la tricherie, a toujours conditionné la position du ministère des Sports, en cohérence avec celle du mouvement sportif sur le sujet. J'insiste sur ce point car, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises, et je vois que le débat a eu lieu au sein de votre commission d'enquête, mais que vous l'avez vous aussi tranché, je suis opposé à la pénalisation de l'usage des produits dopants. De concert, effectivement, avec le mouvement sportif, convaincu que le sportif doit être protégé et non condamné. Que le problème du dopage, je viens de l'évoquer, est un enjeu de santé publique avant d'être un enjeu pénal. Le sportif se dope pour gagner, se met en danger, et avec des effets qui sont à terme parfois inconnus. C'est aussi sous cet aspect qu'il faut considérer donc la lutte contre le dopage. Condamner pénalement les tricheurs, c'est se mettre en position de défiance envers les sportifs, se mettre en position de défiance envers les fédérations. Le rôle du ministère des Sports n'est pas de créer un climat pénal autour du sport, mais bien de protéger les sportifs et, ce faisant, de protéger le sport. Cette conviction, elle n'enlève rien à ma détermination, rien à la lutte que je veux mener contre le dopage. Et Stéphane Mazard a évoqué tout à l'heure pourquoi est-ce que, au moment de la loi de 89, finalement, on avait pris conscience que les délais de la procédure pénale étaient incompatibles avec le calendrier sportif et combien il était complexe d'être sur l'intentionnalité de la faute en matière de dopage pour le sportif concerné. Sur le sujet de l'arsenal législatif, je ne serais pas complète si je n'évoquais pas la loi du 12 mars 2012 qui, grâce au travail des sénateurs et aux amendements que vous aviez déposés,
mettent en place le profil biologique pour certains paramètres des sportifs et en réservent son usage aux sportifs de haut niveau, aux espoirs, aux sportifs professionnels, aux sportifs ayant déjà fait l'objet d'une sanction. Ce sont ces sportifs qui sont parallèlement assujettis aux obligations de géolocalisation. Sur ce sujet comme sur d'autres, la France est en pointe et un comité de préfiguration, présidé par l'Agence française de lutte contre le dopage, a rendu ses conclusions. Il s'agit maintenant d'une question de semaines pour publier les décrets permettant la mise en place effective des passeports biologiques. Comme vous le voyez, l'arsenal législatif est important. Perpétuelle évolution, notamment pour se mettre en conformité avec les textes internationaux, des textes qui vont continuer de s'enrichir avec les propositions de votre commission d'enquête qui pourront prendre place dans la loi de modernisation du sport que je prépare actuellement pour 2014, qui ne sera pas consacrée qu'au dopage, qui ne sera pas consacrée qu'à l'éthique, mais qui sera consacrée à l'ensemble des enjeux de la politique sportive. Le rôle du ministère ne se limite donc pas aux textes, à leur application, et il était pour moi important de pouvoir également dire combien est souhaité que la direction des sports puisse s'engager activement dans ces volets majeurs de la lutte contre le dopage, et en particulier en matière de prévention. Volet grand public, tout d'abord, avec l'association, c'est la première fois, de la direction des sports au travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une diffusion des programmes concernant la lutte contre le dopage, mise à disposition, de titres de communication que nous travaillons avec le CSA. Avec aussi un travail sur la sensibilisation. Vous l'avez évoqué, c'est un point d'accroche important, sensibilisation des clubs et des usagers des clubs de remise en forme, porté avec le mouvement sportif, puisque la Fédération française d'haltérophilie porte avec nous un programme important au sein des clubs de remise en forme. La mise en place du numéro vert écoute dopage, porté donc par Dopage Info Service, création des antennes médicales de prévention du dopage. Environ aujourd'hui 1000 consultations par mois et une part importante des financements de la part territoriale du CNDS, puisque c'est presque 600 000 € aujourd'hui. Mise en place également d'un travail de sensibilisation, communication qui est réalisé en partenariat avec la mission d'information et de lutte contre les drogues et les toxicomanies, avec un message, et vous avez raison en ce sens, qui doit être beaucoup plus positif autour justement d'un message sur la pratique sportive, outil de santé publique, et pas sur un message de punition autour de ce qui est interdit quand on pratique du sport, mais bien ce que permet le sport en termes d'outils de santé publique. Deuxième volet de cette politique au sein du ministère, il se fait en matière de prévention à destination du mouvement sportif. Les fédérations, et je peux vous assurer, nous sommes extrêmement exigeants avec les programmes des fédérations dans le cadre des conventions d'objectifs et des appels à projets que nous menons avec le mouvement sportif. Et en dépit des contraintes budgétaires que vous connaissez, tous les moyens ont été maintenus en 2013 et seront maintenus en 2014 pour ce travail de prévention avec les fédérations. Soutenir également les territoires par le biais des projets des clubs qui intègrent au plus près du terrain ces volets éducatifs essentiels et ces actions de sensibilisation de prévention du dopage. Enfin, depuis le 6 juillet 2012, une norme qualité AFNOR qui garantit aux sportifs l'assurance de la qualité des compléments alimentaires. Et vous savez combien les sportifs, dans les salles de remise en forme, comme en dehors de ces salles de remise en forme, sont friands de ces compléments alimentaires et combien ces compléments alimentaires ont parfois défrayé, c'est-à-dire des affaires de lutte contre le dopage. Et donc, nous avons voulu qu'il y ait une norme AFNOR qui garantisse que l'ensemble de ces compléments alimentaires ne contiennent pas des produits qui sont interdits, et particulièrement des anabolisants. Ces actions donc sont importantes, elles doivent être sans cesse approfondies, sans cesse améliorées, et j'ai souhaité que nous ayons un comité de suivi permanent entre le ministère des Sports, l'Agence française de lutte contre le dopage et le CNOSF pour cette dimension, de prévention autour des actions qui sont portées par les uns comme par les autres, mais pour qu'il y ait un véritable travail collectif.
Le ministère des Sports est le financeur majeur de l'autre acteur principal que je viens de nommer au niveau de la puissance publique de la lutte contre le dopage, bien sûr l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante qui accomplit un travail considérable. Et je veux à mon tour les saluer peut-être avec un petit clin d'œil aujourd'hui Jean-Pierre Verdy, qui est le directeur des contrôles et à qui Pierre Bordry, l'ancien président de l'Agence française de lutte contre le dopage, remettra dans quelques minutes maintenant les insignes de l'Ordre national du mérite pour l'ensemble de son engagement, justement, dans la lutte contre le dopage. Le ministère des Sports est donc pleinement conscient également que cela est toujours insuffisant et que nous avons besoin de mieux coordonner nos actions, de mieux fédérer tous les acteurs du sport. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Le Squarnec, des moyens complémentaires. C'est vrai que la commission d'enquête a travaillé autour, et je remercie, de moyens constants. Je ne les ai pas diminués dans la lutte antidopage, je viens de l'évoquer. Je pense que sur l'évocation que vous avez faite d'une partie de la taxe Buffet pourrait être affectée à l'Agence française de lutte contre le dopage, il me semble que les préconisations 4B de votre rapport, donc de pouvoir aussi affecter à l'Agence française de lutte contre le dopage des amendes qui seraient payées par des tricheurs, méritent en tous les cas d'être confrontés d'abord au fait que tous les moyens de la FLD, je viens de le dire, ont été confortés, mais qu'il ne faudrait pas qu'en allant plus loin sur la taxe Buffet, nous affaiblissions le Centre national de développement du sport. Il faut prendre conscience aujourd'hui de deux réalités. Une, c'est que le rendement de la taxe Buffet, du fait de la diminution des droits audiovisuels, est en diminution. Et donc nous avons voulu maintenir les moyens du CNDS malgré la diminution du rendement de la taxe Buffet. Et d'autre part, d'une situation du Centre national de développement du sport qui a nécessité un vote à l'unanimité d'ailleurs des administrateurs de cet établissement public pour le redresser, puisqu'il avait engagé 2 fois son budget et que nous avons dû voter un plan de redressement qui s'étale jusqu'à 2016. Et que donc tout moyen qui serait retiré au CNDS serait un moyen, je veux dire, qui serait retiré à l'ensemble de la solidarité avec l'ensemble du développement du sport français. Je veux insister sur l'importance de l'international. L'un des rôles de mon ministère est donc aussi d'assurer ce rôle moteur qui a toujours été celui de la France à l'international. Il existe effectivement plusieurs instances incontournables dans la lutte contre le dopage. Le Conseil de l'Europe, précurseur sur le sujet du texte de 89, l'UNESCO. Aujourd'hui, la Convention internationale de 2005 a été adoptée par 170 pays, et l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, responsabilité aujourd'hui de la lutte à l'international, responsabilité essentielle dans la rédaction du Code mondial antidopage qui s'impose à toutes les fédérations internationales et dont les principes engagent également les États signataires de la Convention de l'UNESCO. J'ai la chance et l'honneur d'être la représentante du continent européen au sein du comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage depuis le 1er janvier 2013. Elle est composée à 50% du mouvement sportif et à 50% des autorités publiques. Elle est aujourd'hui l'institution centrale de la lutte contre le dopage parce qu'elle édicte les règles du Code mondial, parce qu'elle est motrice sur la recherche et une de ses dernières actions en matière de recherche est fondamentale. Un d'entre vous, je m'excuse, je ne sais plus lequel, l'a évoqué tout à l'heure, mais la dernière recherche qui vient d'être publiée au sein de l'Agence mondiale antidopage concerne la sortie du profil stéroïdien que nous attendions, je veux dire, pour pouvoir progresser sur le passeport biologique. Et donc, cette recherche est fondamentale dans la lutte contre le dopage. C'est aussi une instance qui met des moyens sur l'éducation, sur la prévention. Il ne faut pas oublier que les moyens que nous mettons en France, que nous mettons en Europe, peuvent être évidemment très différents dans d'autres continents, et je pense particulièrement à l'Afrique, sur lequel il reste aujourd'hui un seul laboratoire antidopage, et nous avons besoin d'avoir cette solidarité de la lutte qui s'exerce sur l'ensemble de la planète. Institution centrale également, puisqu'elle accrédite
les laboratoires et travaille donc en lien avec ces pays qui sont parfois en retard par manque de volonté, parfois en retard par manque de moyens et surtout lorsqu'ils vont accueillir de grandes compétitions. Certaines évolutions majeures dans la lutte contre le dopage et certaines préconisations de votre rapport trouvent leur concrétisation dans la révision du Code mondial antidopage qui sera validé par tous les acteurs, donc dans quelques semaines à Johannesburg, lors de la conférence mondiale contre le dopage, donc de novembre prochain. Concernant ce Code mondial antidopage, ce n'est pas l'objet ici de faire une longue liste des évolutions, mais certaines ont été évoquées dans votre rapport et donc trouveront évidemment leur traduction à cette occasion. Concernant les sanctions, c'est l'une des préconisations de votre commission d'enquête. Il est prévu le passage de 2 à 4 ans pour la sanction en cas de contrôle positif à une substance lourde. Concernant les pouvoirs d'investigation, l'agence se verra confier la possibilité de lancer ses propres enquêtes sur les violations des règles antidopage. Concernant le rôle des acteurs, et nous retrouvons également ici les préconisations de la commission d'enquête, le rôle des agences nationales sera renforcé, notamment par rapport aux fédérations internationales. Vous savez que c'est cette mesure que nous avions prise à l'occasion du Tour de France 2013. Les organisations nationales antidopage auront en effet désormais la possibilité automatique d'effectuer des contrôles additionnels sur les compétitions internationales organisées sur leur territoire, dès lors que la fédération internationale mandate pour prendre en charge les contrôles sur la compétition. Concernant les décisions pratiques pour lutter contre le dopage, on peut peut-être noter aussi de nouvelles décisions concernant les autorisations à usage thérapeutique qui pourront désormais être contestées par les agences nationales. On a vu toute leur prolifération. Et puis l'utilisation des données du passeport biologique et du suivi longitudinal comme preuve de dopage sera à cette occasion renforcée. En novembre 2012, c'était il y a quelque temps maintenant, l'AMA avait aussi organisé à Paris, c'était à l'Assemblée nationale, en collaboration donc avec l'État français, avec le Conseil de l'Europe, avec l'UNESCO, un symposium avec l'industrie pharmaceutique pour échanger sur les collaborations possibles. C'est aussi une voie d'avenir. On sent bien, au moment où la présidence de l'Agence mondiale antidopage va basculer des autorités politiques aux autorités sportives, puisque à Johannesburg, il y aura à la fois le nouveau Code mondial antidopage, mais également la nouvelle présidence, que le débat est important à continuer à mener, car le mouvement sportif souhaite plutôt voir l'Agence mondiale antidopage comme un prestataire de services à disposition du mouvement sportif international, alors que les autorités politiques, les gouvernements, nous sommes bien fermes sur nos positions en termes d'outils de régulation, régulation pour l'ensemble des pays, régulation pour l'ensemble de leurs autorités de contrôle, régulation pour l'ensemble de leurs laboratoires de contrôle. Et c'est bien en ce sens que je porte au sein de l'AMA la position de l'Europe et la position de la France. Les préconisations de la commission d'enquête sénatoriale, dehors de celles qui ne trouveront pas traduction dans ce code mondial. Il est essentiel pour moi de pouvoir vous dire comment j'ai pu réagir à l'ensemble de vos 60 propositions. Et je vais peut-être reprendre votre présentation, celle autour des 7 piliers de la lutte contre le dopage identifiés par la Commission. Je forcerai en tous les cas de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Sur le pilier connaître, comme j'ai pu le préciser il y a quelques minutes, connaître le dopage est essentiel. Et ici encore, le travail du Sénat a été majeur. Je ne peux pas évoquer cette commission d'enquête et ce rapport sans évoquer les noms des sportifs dopés qui en sont sortis. Je regrette que certains médias ne se soient focalisés que sur cet aspect du rapport ou sur un sport particulier, privilégiant le scoop aux propositions de fond que vous avez faites à cette occasion. Mais ces révélations, elles ne seront utiles que si elles incitent des coureurs à expliquer comment fonctionnait
le système de dopage, si elles permettent de rompre la loi du silence, si elles permettent de faire le ménage dans les entourages des équipes actuelles. Il y a ces 3 attitudes qui ne servent pas le sport. L'attitude du tous dopé, c'est faux. Je suis convaincu qu'il y a un recul des pratiques dopantes. Les années noires sont sans aucun doute derrière nous, mais rien n'est définitivement acquis dans la durée. L'attitude, la lutte contre le dopage ne sert à rien, toujours faux. Il y a des contrôles positifs, même si parfois les affaires sont révélées des années trop tard. Il y a des saisies de douane, il n'y a pas d'impunité et les tricheurs tombent. Et puis il y a l'attitude « ne parlons pas du dopage ». Vous avez pris, bien entendu, le contre-pied. Oui, on ne vaincra le dopage que si on en parle, justement. C'est pourquoi je vois d'un œil favorable la possibilité de créer une commission vérité et réconciliation sous l'égide du mouvement sportif. Il est indispensable que les sportifs qui ont eu recours au dopage parlent. S'il faut pour ce faire qu'il y ait une commission vérité et réconciliation, eh bien faisons-le. Ce sont les témoignages du passé qui nous aideront à lutter contre le dopage à l'avenir. L'omerta, il ne faut pas l'oublier, est un poids pour les sportifs. Si c'est un poids et un frein pour le sport, c'est beaucoup un poids pour les sportifs. Pour ces commissions vérité et réconciliation, pour qu'elles puissent se mettre en place, il faut aussi que le principe en soit accepté au niveau international. Je crois savoir que les instances internationales travaillent totalement dans ce sens et je pense que nous serons tous solidaires pour progresser sur ce registre. Financer les études épidémiologiques, également favorable au financement de ces études. Améliorer la connaissance sur les pratiques dopantes et sur les risques sanitaires. Cela permettra aussi de lutter contre des discours, parfois été tenus à l'occasion de votre enquête, dans lesquels il faudrait autoriser un dopage prétendument inhérent au sport. Ces études, il faut les imaginer. Plan français ou plan international, j'évoquais tout à l'heure la direction recherche de l'AMA, qui publie des travaux passionnants. 56 millions de dollars depuis 2001 ont été à des financements de projets de recherche au niveau international. L'AMA lance chaque année un appel à projets pour des recherches en matière scientifique, en matière épidémiologique. Il me semble que ça serait important que la France puisse y répondre de façon plus prioritaire qu'elle ne le fait aujourd'hui et donc bénéficier de ces moyens financiers. Sur le pilier prévenir, j'ai bien noté la proposition de redonner à l'Agence française de lutte contre le dopage la compétence en matière de prévention, en la chargeant notamment de la coordination, de l'animation des antennes médicales. Permettez-moi de rappeler à cette occasion que le ministère des Sports a hérité du champ de la prévention parce qu'il est en relation avec l'ensemble des acteurs de lutte contre le dopage et en premier lieu avec les fédérations sportives. Ce cadre des conventions d'objectifs, de notre travail permanent d'échange, donne légitimité au ministère pour conduire les fédérations à s'inscrire dans une démarche de prévention. Il est prévu de mettre en place dans les jours qui viennent un comité de pilotage pour le suivi des actions figurant dans le plan national de prévention que nous avons arrêté pour 2013-2016. Et il associera le CNOSF, l'Agence française de lutte contre le dopage et l'OCLAEPS. Cela permettra au ministère de jouer pleinement son rôle de pivot et de coordination. Elle nous manque tant des actions de prévention contre le dopage. Je reste persuadé que le ministère des Sports est le plus légitime pour agir sur le champ de la prévention, pas seul, mais comme pilote et comme coordonnateur. Il est vrai que sur ce plan, nous devons progresser. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'une enquête de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, qui est en cours, assure toute la pertinence du dispositif actuel des antennes régionales et la manière dont elles pourraient mieux fonctionner, ainsi que pour analyser l'efficacité du numéro vert dopage. Sur une autre proposition dans le champ de la prévention, celle d'établir une procédure de validation, j'ai entendu chez beaucoup d'intervenants ici, des calendriers sportifs par le ministère. L'idée est intéressante. Cela reviendrait à exercer une tutelle sur le mouvement sportif, laquelle aujourd'hui je me refuse. Je suis plutôt favorable à une responsabilisation du mouvement sportif, à une autorégulation accrue en la matière. C'est un sujet, il me semble indispensable,
d'être débattue avec le Comité national olympique et sportif, au sein de la commission éthique du Conseil national du sport, et il me semble essentiel qu'il y ait un vrai dialogue social. Pourquoi est-ce que le secteur du sport serait le seul secteur où l'on n'entend pas les syndicats, je veux dire, de salariés, c'est-à-dire les joueurs? Et donc il est indispensable que ce dialogue social avec les représentants des joueurs puisse, je veux dire, sortir du balbutiement dans lequel il est aujourd'hui. Sur le pilier contrôlé, j'ai bien noté la proposition visant à considérer par défaut toute manifestation sportive se déroulant en France comme nationale. Dans nos travaux sur le projet de loi, nous nous employons à remédier à l'imperfection actuelle de la notion de compétition internationale qui, par son caractère extensif, peut finalement représenter un frein au rôle de la FLD. Nous allons donc proposer de modifier l'article dit L230-2 du Code du sport afin de définir plus strictement la notion de manifestation internationale en se fondant sur la qualité des organisateurs. Car ainsi considérée comme manifestation internationale, celle organisée uniquement par le CIO, le Comité paralympique et sportif, ou par une fédération internationale. Les autres critères qui sont utilisés aujourd'hui, beaucoup trop généraux, et parfois généreux d'ailleurs, seraient supprimés. Il conviendra toutefois de tenir compte des évolutions possibles dans la définition de la notion de manifestation internationale qui pourrait, elle aussi, résulter de la conférence de Johannesburg. Par ailleurs, nous avons fait paraître le 26 juin dernier un décret qui élargit la liste des agents habilités à rechercher et constater les trafics de produits dopants. C'est une vraie réponse à certaines désorientations proposées par le Sénat dans sa partie et dans son pilier contrôlé. Car jusqu'à présent, seuls les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que certains personnels du ministère des Sports et les représentants assermentés de la FLD étaient habilités par l'article L232-20 du Code du sport à s'attaquer au trafic des produits dopants. Ce décret renforce donc la coopération interministérielle dans ce domaine en ajoutant désormais à cette liste les agents des services des impôts, de la concurrence et de la répression des fraudes. Tous peuvent dorénavant échanger leurs informations sur de possibles trafics de substances dopantes, comme les caractéristiques des substances en circulation et celles des circuits frauduleux, les modes d'acquisition, d'approvisionnement, les moyens d'acheminement ou la typologie des filières. Ce registre, je note la proposition de faire évoluer les 24 médecins de nos régions qui sont à tiers-temps sur 8 médecins qui seront sur des interrégions. Il faut prendre en compte aussi l'ensemble des missions qui sont celles de ces médecins qui travaillent aussi sur toute la dimension sport-santé avec les agences régionales de santé et sur lequel il faut que nous puissions avoir un juste équilibre entre la lutte contre le dopage, tricherie, mais aussi la dimension santé publique qu'on évoquait les uns et les autres au début et que j'évoquais au début de ces propos. Sur le pilier analysé, j'ai lu également la proposition de séparation du laboratoire et de l'agence. Nous sommes en train de travailler très sérieusement à cette option, mais d'analyser la faisabilité juridique, au regard du statut d'agence indépendante, d'autorité administrative indépendante, de pouvoir effectivement conduire cette proposition et donc d'en analyser la faisabilité juridique et l'ensemble de ses conséquences. Je reste persuadé de l'intérêt de développer les liens avec la recherche scientifique sur ces sujets. La France a été précurseur il y a quelques années sur la détection de l'EPO. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une course en avant en matière de molécules nouvelles, en matière de procédures de dopage toujours plus microdosées et demain sans doute de génétique. Et nous devons pourtant rester performants en permanence sur la lutte contre le dopage. Donc été sensible à la proposition numéro 6 de porter devant l'AMA la volonté d'avoir une seule et même liste de produits interdits pour les compétitions et pour l'entraînement. Il y a quelques semaines, à Buenos Aires, lors du comité exécutif de l'AMA, je me suis une nouvelle fois exprimé sur ce sujet que nous partageons.
je ne comprends toujours pas l'intérêt d'avoir 2 listes. Comment un produit pourrait-il être non dopant à l'entraînement et dopant en compétition? A minima, le produit augmente la capacité de s'entraîner et je considère donc, mais comme vous tous, qu'il s'agit de dopage. Cette 2e liste, c'est une véritable aberration. Comment accepter que des sportifs, du coup, puissent prendre des corticoïdes, même à l'entraînement, quand on en connaît les effets secondaires? L'argument qui m'a été opposé est celui d'une augmentation considérable des AUT, des autorisations d'usage thérapeutique, si nous retournons à une seule liste. Cela ne me suffit pas et il faudra que l'AMA ouvre une nouvelle fois ce dossier pour éviter certaines aberrations et pour qu'il y ait plus de clarté aussi pour les sportifs. Et ça, c'est pour eux aussi que c'est indispensable d'avoir une seule liste. Sur le pilier sanctionné, sur les sujets des sanctions et sur la proposition de transférer des fédérations nationales à l'Agence française de lutte contre le dopage le pouvoir des sanctions des sportifs. Je suis d'accord avec les sénateurs pour dire qu'il est difficile, et on m'a beaucoup entendu sur ce sujet, y compris au moment où vous m'avez auditionné, d'être à la fois juge et partie. Et de voir, comme les fédérations internationales aujourd'hui, assurer la promotion du sport et lutter contre le dopage et sanctionner. Et je crois qu'il y en a besoin de réfléchir au processus exact que nous pourrions mettre en place. Peut-être que les fédérations doivent rester compétentes en première instance et la FLD n'être saisie qu'en appel. Approfondir et trouver le mécanisme idéal qui permette à la fois de réduire les délais de décision, car oui, la première instance, l'appel, puis ensuite éventuellement la FLD, c'est long, et puis d'offrir plus de transparence, de garanties sur la qualité juridique, mais sans exclure le mouvement sportif de la lutte contre le dopage. Sur le pilier pénalisé et la volonté de pénalisation de la détention, pas de l'usage, de produits à l'encontre des personnes pratiquant un sport dans le cadre d'un établissement d'activité physique et sportive, c'est un sujet pour lequel, oui, il faut impérativement approfondir juridiquement, mais les services du ministère travaillent activement pour qu'on fasse évoluer la législation en ce sens sur la pénalisation de la détention dans ces salles. Coopérer, 7e et dernier pilier évoqué par la commission d'enquête. Bien lu la volonté des sénateurs de voir renforcer les échanges d'informations entre la FLD, l'OCLAEPS. J'évoquais comment nous travaillons en ce sens il y a quelques minutes, collaboration accrue, et pour permettre à ce qu'il y ait plus de place aux preuves non analytiques et au travail donc hors des contrôles. C'est le sens de ces réunions que nous avons eues en amont du Tour de France avec tous les services concernés, douane, police, OCLAEPS. C'est le sens du travail qui est porté au niveau international, c'est celui que nous continuons à avoir sur le plan national. C'est effectivement une coopération qui doit également se décliner au niveau régional. Les agents du ministère chargé des Sports, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, police judiciaire, gendarmerie, agents des administrations des douanes, des impôts, de la concurrence et de la répression des fraudes, c'est ensemble qu'ils peuvent faire progresser la lutte contre le dopage et surtout sur les trafics et les techniques. Le décret donc pris le 26 juin 2013 confie au directeur des sports et au directeur des affaires criminelles, c'est la première fois, et des grâces, donc un travail mené avec le ministère de la Justice, l'animation et la coordination des commissions régionales de lutte contre le trafic des substances ou des méthodes dopantes, directeur des sports, directeur des affaires criminelles et des grâces. Mesdames et messieurs les sénateurs, quelques mots rapides de conclusion par rapport à vos 60 propositions qui concernent l'ensemble des acteurs de la lutte contre le dopage. Elles ne sont pas toutes destinées à mon ministère. Il y en a qui concernent le mouvement sportif, la FLD, les instances internationales, et tous devront se saisir des voies d'amélioration que vous avez soulevées. Elles ne sont pas non plus toutes, vous l'avez évoqué, d'ordre législatif.
et CREI, simple organisation de notre lutte contre le dopage et de ses différents acteurs. Mais sur un certain nombre de préconisations d'ordre législatif, me semble nécessaire de revenir. La proposition 9, pénaliser la détention de produits à l'encontre des personnes pratiquant un sport dans le cadre d'un établissement d'APS. En ce qui concerne les sportifs, la pénalisation de la détention est prévue par le Code du sport depuis la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic des produits dopants. En revanche, la pénalisation de la détention des substances dopantes par des culturistes ne peut être fondée quand il s'agit de substances vénéneuses sur le fondement du Code de la santé publique et quand il s'agit de stupéfiants sur le Code pénal. Cet émiettement des fondements juridiques nuit à la lutte contre les trafics. Aussi, il paraît important que le Code du sport se dote des outils de nature à sanctionner pénalement la détention des substances et des méthodes dopantes détenues par les pratiquants des salles de sport, afin d'assurer donc cette meilleure lutte contre le trafic des produits dopants. Relancer les commissions régionales de prévention et de lutte contre le dopage, animées par des correspondants antidopage interrégionaux, je viens de l'évoquer. Les propositions qui, 27 à 30, autour des prérogatives des fédérations internationales dans le nouveau Code mondial, devront se traduire dans la législation française en 2014. Sujet précis, j'ai évoqué tout ce qui sont les propositions qui sont portées aujourd'hui au sein du comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, et nous devons, dans notre texte de loi, évidemment, traduire ensuite ce code mondial. Confier à la FLD le pouvoir de sanction dès la première instance, appel devant le Conseil d'État, ceci me semble important, comme de créer une commission des sanctions distincte du collège, chargée de prononcer les sanctions disciplinaires sur la base de données instruites par l'agence. Car depuis la loi Buffet, comme vous le savez tous, la compétence en matière disciplinaire est assurée par les fédérations sportives agréées en premier ressort et en appel, et donc l'AFLD n'intervient que de façon supplétive. Si le sportif n'est pas licencié, ou en cas de carence d'un organe disciplinaire, d'une fédération, ou pour réformer ou étendre les décisions. Cette multiplication de décisions, aujourd'hui, mérite d'être revue, et il me semblerait donc adéquat qu'on puisse simplifier cette chaîne. La question est de savoir, comme je l'ai évoqué, si la FLD doit être compétente en appel ou directement en première instance, comme le préconise le Sénat. C'est aussi pour cela qu'il est indispensable que, pour une autorité administrative indépendante, elle dispose de ce pouvoir de sanction, comme l'autorisation des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel, et il serait donc essentiel, comme ces autorités indépendantes, de distinguer au sein de la FLD une commission disciplinaire appelée à statuer sur les dossiers soumis en appel, bien distincte du collège qui restera chargé de diligenter la politique de contrôle et d'analyse antidopage. L'ensemble, je vais dire, de ce qui a été évoqué en matière de sanctions et tout particulièrement ce qui a trait aux évolutions du Code mondial antidopage et le passage de 2 à 4 ans que vous avez donc préconisé dans votre commission d'enquête. Ceci sera dans le texte définitif donc, qui sera voté à Johannesburg dans maintenant quelques jours. La lutte contre le dopage, elle va se jouer effectivement et dans le positionnement de l'Agence mondiale antidopage dans l'avenir, dans quelques jours à Johannesburg, donc sur le plan international, mais elle se joue aussi dans cet hémicycle, puisque l'année prochaine, nous aurons à discuter ensemble du projet de loi de modernisation du sport. Alors, pour répondre à votre demande, je ferai en sorte que le premier débat ait lieu au sein du Sénat, puisque dans ce projet de modernisation loi sur le sport, il y a aussi un enjeu particulièrement important qui est de rééquilibrer la place des collectivités locales dans la gouvernance du sport français. Et donc, il me semble que le Sénat, je veux dire, est tout indiqué pour que nous puissions démarrer ce débat sur la loi qui prendra en compte non seulement l'éthique, non seulement le dopage, mais aussi l'ensemble des enjeux de gouvernance du sport, de régulation du sport professionnel. Et sur ce registre, nous avons encore de beaux débats à avoir. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.